L'atelier d'échange sur les imprégnations et le croisement des expériences en matière d'organisation des élections a pris fin ce vendredi. Les participants se sont entendus sur un certain nombre de points pour la réorganisation de la CENI. Et puis manifestation ce vendredi matin dans la ville de Kamsar. Là-bas, les populations ont barricadé les routes et réclament le retour du courant électrique. Il y aurait eu un mort. La France vote ce week-end au compte des législatives dans les départements d'outre-mer. Le vote a débuté le week-end dernier. C'est tout pour les grands titres de l'actualité de ce vendredi. Bienvenue à tous. Bonsoir à tous, merci de préférer Gangan TV. Clôture ce vendredi de l'atelier d'échange sur les imprégnations et de l'accroissement des expériences en matière d'organisation des élections. Cette rencontre avait pour objectif principal de discuter sur les possibilités liées à une réorganisation de la CENI pour les prochaines élections. L'Organisation internationale de la francophonie a pris part aux débats qui ont eu lieu pendant ces 3 jours. La rencontre a mobilisé acteurs de la mouvance, de l'opposition et de la société civile. Reportage Mamadou Tanouba, Abdoulaye Keita. Cet atelier d'échange qui a regroupé les acteurs impliqués dans les processus électoraux en Guinée avait pour but d'imprégner les uns et les autres sur les organes de gestion des élections. Certains participants avaient dans un premier temps voulu désister à cause d'un des thèmes qui était inscrit à l'ouverture. Il s'agit de l'organisation des élections par le ministère de l'Intérieur. Après 3 jours d'intenses travaux, les participants s'accordent. Il n'existe pas de cadre institutionnel parfait en matière de gestion des processus électoraux. En revanche, la réussite des élections dépend de la qualité des hommes pour animer les structures électorales et du type de management de l'institution. 2. Respecter les dispositions constitutionnelles sur le type d'OGE en République de Guinée et apporter les amendements à la composition, au fonctionnement, à l'organisation de la CENI. Le camp de l'opposition, notamment du FDG, était contre le thème organisation des élections par le ministère de l'Intérieur. L'atelier avait bien un titre qui était l'imprégnation et l'échange d'expériences. Et nous avions trouvé qu'il y avait des thèmes qui allaient au-delà. Et nous avons voulu circonscrire donc l'atelier dans les limites de son thème. Et donc ce qui a mené évidemment à un débat de près de 2 heures. Mais évidemment la sagesse a fini par prévaloir et les organisateurs de l'atelier ont reconnu que mieux vaut qu'il y ait l'inclusivité que de garder l'atelier dans son format avec seulement une partie des invités. La mouvance a également pris part aux échanges. Le début n'a pas été facile parce que nos camarades de l'opposition n'ont pas bien compris le contenu des textes, mais au finish, nous sommes entendus et voilà que nous avons terminé en beauté. L'ouverture et la clôture de cet atelier de 3 jours ont été présidées par le ministre Bourema Condé. Notre atelier est un atelier inclusif, pas exclusif. Qu'un seul des participants invités sorte de sa salle et l'atelier perd de son éclat. Nous avons dit, tout le monde là-dedans, s'il y a des sujets qui fâchent, quoique nous, organisateurs de l'atelier, sachions que c'est important qu'on en discute, mais si c'est des sujets qui fâchent pour certains participants, retirons. Et c'est ce qu'on a fait. Cette rencontre devrait permettre d'aboutir à une réorganisation de la CENI pour le bon déroulement des prochaines élections en vue. L'Organisation internationale de la francophonie a été représentée à cet atelier par son envoyé spécial, Mohamed Salia Sokouna, que je vous propose d'écouter. À la lumière de ce qui a été débattu pendant 3 jours, il revient maintenant aux Guinéens même de trouver la CENI qui leur convient. Parce que, encore une fois, je répète, chaque pays a ses réalités, chaque pays diffère d'un autre, ça diffère d'un pays à un autre. Chaque pays a ses réalités qui lui sont propres.
Revenons sur cette manifestation du mercredi de certains Guinéens vivant en Belgique, une manifestation devant l'hôtel où était logé le président Alpha Condé. Les manifestants ont utilisé des propos injurieux sur leur pancarte contre le chef de l'État. Après Fodé Oussou Fofana, cette fois-ci, c'est le RPG Arc-en-Ciel et la société civile qui condamnent ce comportement de nos compatriotes vivant à Bruxelles. Suivez successivement Lansana Komara et Dansa Kourouma. Nous avons tous aussi vu ces pancartes-là, mais je veux vous dire que c'est une poignée de Guinéens qui se sont permis de commettre cet acte, ce qui ne fait pas honneur à notre République, qui ne fait pas honneur à la Guinée. Parce que manquer de respect à son chef d'État, c'est manquer de respect à soi-même et à tout son peuple. Parce qu'il a été élu par ce peuple-là. Et surtout, de surcroît encore, à l'extérieur. Manifester est un droit citoyen, mais il faut qu'on prenne, si on veut faire comme les Européens, il faut qu'on voit comment les Européens manifestent. J'ai trouvé ça très aberrant, exagéré, extrémiste et injurieux, ce qui s'est passé à Bruxelles. D'abord, c'était une minorité et ça porte préjudice à la bonne réputation de l'État guinéen au niveau international, surtout là où se trouve le siège des institutions européennes. Je crois que les Guinéens doivent revoir leur pendule à l'heure, parce qu'une manifestation politique ne doit plus dégénérer en réprobation ethnique ou en injure contre le président de la République de Guinée, qui est le chef de toutes les institutions de la République. Le mois saint de Ramadan est dans sa deuxième phase après les 10 premiers jours. Cette deuxième partie comporte également d'énormes avantages qu'un fidèle musulman pourrait bénéficier. Ce vendredi, notre reporter Alpha Ibrahima Touré a rencontré l'imam de la mosquée Fofana. Suivez les explications. L'imam Ratib de la mosquée Fofana a accentué le sermon de ce vendredi sur la bonté, le bienfait qui caractérise la bénédiction venant du Tout-Puissant en ce mois saint de Ramadan. Ensuite, le pardon et la paix. Dans notre entretien, l'imam Isiaga Keita a aussi expliqué les avantages et la bénédiction qu'on peut tirer dans les 10 premiers jours du mois saint de Ramadan. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit que les 10 premiers jours comportent des avantages, mais ne bénéficient de ces avantages que ceux-là qui auront jeûné. Ce n'est pas destiné à ceux-là qui n'ont pas jeûné. Tu gagnes la bénédiction d'ici-bas et l'au-delà. Toujours dans la même perspective, l'imam Ratib de la mosquée Fofana a expliqué l'importance du mois quant au changement de comportement. Pour Isiaga Keita, plusieurs choses vont diminuer. Dans le mois de Ramadan, plusieurs choses vont diminuer. Même certaines maisons de prostitution vont fermer. Ce mois, c'est la joie pour tous les musulmans. Tout ce que l'on a fait pendant les autres mois, l'on ne peut se rattraper seulement qu'au mois de Ramadan. D'abord, le début de ce mois est un avantage si on le respecte. Et la deuxième moitié aussi constitue le pardon. Si Dieu te pardonne, c'est la plus grande des choses. La deuxième moitié commence par le 11e jour et finit par le 20e. C'est une occasion d'implorer Dieu et de demander pardon. La dernière partie de notre entretien concerne les 10 derniers jours qui, selon ce religieux, comportent un jour appelé Laylatul Qadr. Pour l'imam Isiaga Keita, la nuit du destin se trouve entre le 20e et le 30e jour. Les derniers avantages se tirent dans les 10 derniers jours, car il y a une nuit que tout bon musulman cherche, et les savants ont réfléchi et ont situé ce jour-là entre 21e et 29e jour du mois. Alors si on a la nuit du destin qui dépasse 1000 mois et correspond à 84 ans de recherche de bénédiction,
et autres avantages. Manifestation ce vendredi matin à Kamsar. Les populations de cette sous-préfecture de Boké, très en colère, ont exprimé leur mécontentement contre le manque de courant électrique dans leur localité. Cette manifestation se tient après celle des femmes de Kipé et Kaporaï. Les dégâts matériels sont importants. Un jeune serait tué sur place. Un citoyen a été joint au téléphone dans l'émission Carrefour de ce vendredi. Suivez le décryptage de Justine Tonkino. Le manque d'électricité continue à soulever la colère de la population guinéenne. Après la manifestation des femmes de Kapouraï ce jeudi à Conakry, c'est la population de Kamsar qui s'est fait entendre la nuit du jeudi à vendredi pour réclamer le retour du courant électrique dans cette cité minière. La sous-préfecture de Kamsar serait dans le noir depuis le début du mois de Ramadan, selon Ousmane Tanoussila. L'objectif de cette manifestation, c'est le manque de courant. Depuis l'arrivée du mois de Carême, franchement, la population commence à manifester toujours, soi-disant qu'il n'y a pas de courant, il y a des coupures. De temps en temps, il faut faire 2 ou 3 ou 4 jours, il n'y a pas de courant. Mais maintenant, ils ont vu que franchement, ils ont passé le temps, soi-disant qu'ils vont nous aider dans le mois de Carême. Là, bon, franchement, tout ça, là, ils ont négligé. Seulement hier, et puis la grève a eu lieu. La manifestation de Kamsar a fait d'importants dégâts matériels, témoigne Ousmane Tanoussila. Selon lui, aucune autorité locale n'est intervenue jusque-là. Depuis hier, ils font saccager les choses. Même il y a certaines sociétés à Kamsar, y compris de l'Agri-Presse, ils sont tous juste à la barrière ici. Il y avait une voiture là-bas qui s'est saccagée. Tous les kiosques qui sont au bord de la route, tout est saccagé. Actuellement, tout est paralysé par cette manifestation. Un jeune aurait été tué pendant cette manifestation violente ce vendredi à Kamsar. Il faut rappeler que récemment, la ville de Boké a connu le même scénario. En interactualité en France, on vote ce week-end pour le premier tour des législatives. Ce scrutin intervient donc 5 semaines après la présidentielle. Alors, est-ce que les Français donneront les coups des franches au président Emmanuel Macron, fraîchement élu, en lui accordant une large majorité? Les Français de l'étranger ont commencé à voter dès le week-end dernier. Demain samedi, ce sera au tour des électeurs des Antilles de se rendre aux urnes. Suivez. En France, plus de 47 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner 577 députés. Les législatives ont déjà débuté dès le week-end dernier dans 14 circonscriptions, 11 pour les Français de l'étranger et 3 en Polynésie. Au total, 7 877 candidats se présentent. Dès demain, les électeurs de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sont convoqués. En métropole, les bureaux de vote ouvriront dimanche matin pour le premier tour. En Syrie, l'État islamique regagne du terrain à Raqqa. Les combattants arabo-kurdes soutenus par les USA sont entrés cette semaine pour la première fois dans les premiers quartiers de la cité millénaire. Suivez. District de Meshleb, aux portes de Raqqa. C'est ici, au sud-est de la ville, qu'une partie du commandement des forces démocratiques syriennes a pris ses quartiers. La zone apparaît morte, vidée de l'ennemi. L'alliance arabo-kurde a réussi à repousser les combattants du groupe État islamique, mais le danger demeure. Meshleb n'est pas encore tout à fait libéré. Il y a de violents combats dans le quartier de Meshleb. Nous sommes appuyés par les avions de la coalition. Mais en face, il y a les snipers de Daesh dissimulés dans des tunnels. Et puis il y a aussi des mines. À quelques encablures de là, des colonnes de fumée témoignent des derniers raids aériens sur Raqqa. Des raids qui se multiplient ces derniers jours sur le fief du groupe État islamique pour faire gagner du terrain aux combattants des forces démocratiques syriennes. Mais les civils en paient aussi le prix. Une quarantaine a péri sous les bombes depuis le début de la semaine. Les forces démocratiques syriennes qui avancent aussi côté ouest, comme en témoigne cette vidéo postée par les soldats de l'Alliance arabo-kurde et authentifiée.
Notre moral est bon. Dans les prochains jours, nous serons au cœur de la ville. C'est tout proche. Après des mois d'offensive dans la région, l'objectif n'a jamais été aussi proche. Mardi, pour la première fois, les forces démocratiques syriennes annonçaient être entrées dans la cité. Mais la reconquête de Raqqa, bastion du groupe État islamique et capitale autoproclamée de son califat depuis 2014, reste encore loin d'être accomplie. Il faut compter avec la résistance acharnée des djihadistes. Il serait environ 2500 dans Raqqa, selon le Pentagone. Ainsi prend fin cette édition d'information. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres informations. D'ici là, portez-vous.